Bienvenue tout le monde. Mon nom, c'est Shamana Contes. Comme Amélie vous l'a dit, aujourd'hui, je vais vous parler de ma profession, qui est une nutritionniste et en particulier, spécifiquement l'hypertension artérielle pulmonaire et comment la nutrition, l'alimentation peut améliorer la qualité de vie. Je vais vous donner un peu quelques éléments de mon parcours. Je suis une nutritionniste à 23 ans. J'ai complété mon certificat en tant que nutritionniste et diététicienne et j'étais très intéressée par les maladies cardiovasculaires. Suite à mes études, j'ai ouvert ma propre pratique, ma propre clinique. Donc, je me croyais très en santé, mais malheureusement, 2 ans plus tard, lorsque j'ai eu 25 ans, j'ai été diagnostiquée avec de l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc, voici une photo de moi au Centre universitaire de l'Amsterdam avec mon ancien professeur, professeur Koumron Kraf, qui est très reconnu dans le domaine. Il est devenu mon docteur et il a sauvé ma vie. Nous avons eu beaucoup de discussions par rapport à l'alimentation et l'hypertension artérielle pulmonaire. En tant que nutritionniste, je lui ai demandé s'il savait comment améliorer la qualité de vie avec l'alimentation. Il m'a dit qu'il n'y avait aucune recherche, aucune donnée scientifique sur ce sujet. Donc, j'ai essayé toutes sortes de régimes alimentaires. J'ai tout fait pour essayer d'améliorer ma qualité de vie. Et bien que je semblais très en santé à l'extérieur, je sentais que je dépérissais à travers les années. Et après 5 ans, j'ai dû avoir une transplantation pulmonaire. Après 5 heures dans l'unité de soins intensifs, je peux vous dire que cette transplantation a été un succès. J'ai tra- J'étais dans le ICU quel- pendant un bon moment. J'ai été intubée plusieurs fois car je ne pouvais pas respirer par moi-même. Et c'est l'une des raisons pour laquelle ma voix est comme cela. C'est à cause de l'intubation que j'ai eue plusieurs fois. Donc, je ne peux pas crier, mais je peux toujours parler, heureusement. Et suite à ma transplantation, je suis revenue à l'hôpital de l'Amsterdam pour visiter mon docteur, professeur Funk, et il m'a demandé de lui dire encore une fois qu'est-ce que je pensais au niveau de l'alimentation et de l'hypertension artérielle pulmonaire. Alors, je lui ai expliqué toutes les idées que j'avais par rapport à ce sujet. Il m'a demandé si je désirais faire des recherches et qu'est-ce que je désirais étudier et pourquoi. Donc, je lui ai dit que j'aimerais évaluer certains régimes alimentaires par rapport à l'hypertension artérielle pulmonaire. J'aimerais savoir quel était l'état des vitamines, des minéraux dans le sang, dans la sérologie. De quelle façon est-ce que les patients s'alimentent parce que nous n'avions aucune idée par rapport à ce sujet. Et j'aimerais tester des interventions précoces, par exemple, de l'alimentation et certaines diètes alimentaires. Donc, il était fasciné. Il m'a demandé de commencer un doctorat sur ce sujet et demain, j'aurai 37 ans et dans 2 mois, j'aurai terminé ma dissertation. Le titre de mon étude s'appelle l'étude Uphill. Donc, c'est intervention du style de vie par l'alimentation pour les patients qui ont le HAP et les effets sur la qualité de vie. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter certains des résultats de ma recherche et de mon étude. À la fin de cette présentation, vous aurez appris par rapport à l'index alimentaire, donc qu'est-ce que les patients avec l'HAP mangent et si c'est sain ou non. Vous allez apprendre certaines notions au niveau des carences. Nous avons des carences que nous connaissons déjà, mais nous avons découvert de nouvelles carences. Je vais vous donner également des conseils et des trucs pour améliorer votre statut ou votre état alimentaire pour élever votre taux de minéraux et de vitamines dans votre sang et améliorer ultimement la qualité de votre vie. Donc, pour la première partie de l'étude de Uphill, je voulais évaluer l'état actuel de l'alimentation. Donc, nous avons collecté des échantillons sanguins pour pouvoir faire une analyse des vitamines et des minéraux. Nous avons également donné aux patients un énorme questionnaire avec 57 pages par rapport à ce qu'ils mangeaient. Donc, ils ont dû remplir ce questionnaire. Ils ont
répondu à des questions telles que qu'est-ce qu'ils avaient mangé à tous les jours pendant les 4 dernières semaines. Donc, j'ai mangé de la viande 7 jours par semaine ou 5 jours par semaine et ensuite la quantité de viande mangée par jour. Donc, cela nous a donné une idée globale de l'alimentation et de l'apport nutritionnel. Je vais vous montrer quelques résultats intéressants. Donc, ce qui est important de savoir dès le départ, avant que je vous donne nos résultats, c'est qu'il ne semble pas y avoir de recommandations alimentaires pour l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc, nous avons utilisé les recommandations pour les difficultés du cœur. Donc, on parle de liquide et de manger mou. Donc, je me demandais si les patients se conformaient à ces recommandations et à ces restrictions alimentaires. Et je me demandais également si ces recommandations étaient applicables dans le contexte de l'hypertension artérielle pulmonaire et aussi si il manquait certains nutriments si certains nutriments étaient trop élevés. Donc, j'aimerais vous dire pourquoi nous utilisons ces recommandations au niveau de l'insuffisance cardiaque. C'est parce que les fluides, il faut réduire les fluides. Lorsque votre cœur lâche, vous devez vous assurer que votre cœur n'ait pas à travailler plus fort. Il souffre déjà dû à son insuffisance, dû à la pression artérielle. Et à chaque fois que vous buvez des liquides et lorsque vous consommez beaucoup de fluides, votre cœur doit pomper ce liquide dans votre corps. Donc, ça demande un effort, ex- un très grand effort pour le cœur de pomper tous ces fluides dans le corps. Donc, il y a également des restrictions par rapport au sel. Donc, dans le cas d'insuffisance cardiaque, le sel peut limiter la consommation de sel, peut réduire la pression artérielle. Donc, la plupart des patients avec l'hypertension artérielle pulmonaire ont une pression artérielle qui est basse, donc c'est le contraire. Donc, pourquoi nous dirions de ne pas consommer de sel avec l'hypertension artérielle pulmonaire? C'est que parce que lorsque vous mangez beaucoup de sel, vous allez avoir soif parce que le sel vous donne soif et on veut réduire la consommation de fluide ou la consommation de liquide. Donc, voilà, ce sont les recommandations qui sont en place, mais gardez en tête qu'il n'y a aucune preuve que ces recommandations fonctionnent au niveau de l'hypertension artérielle pulmonaire. Alors maintenant, je vais vous présenter mes résultats. Donc, les premiers résultats que nous avons vus au niveau de la consommation de liquide, 37 patients ont participé dans cette étude. Donc, ils étaient stables dans leur traitement. Et le conseil au niveau de la restriction des liquides dans l'insuffisance cardiaque, ce n'est pas de boire plus de 2 litres de liquide par jour. Donc, ce que nous avons remarqué, c'est qu'environ 30 des patients excédaient la consommation de liquide quotidienne, mais il y avait également des patients qui ne buvaient pas assez de liquide. Donc, je crois que ce patient n'a peut-être pas compris le questionnaire, mais nous devons quand même l'intégrer dans l'étude car il a rempli le questionnaire. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'ils ont pris comme liquide? C'était très intéressant. Dans mon pays, c'est très populaire de boire du café ou du thé. Je ne sais pas si c'est pareil au Canada, vous pourrez me le dire plus tard, mais dans les Pays-Bas, nous buvons beaucoup d'eau, beaucoup de produits laitiers, du lait. Je pense environ 24 à 25 des liquides ont été pris sous forme de boissons gazeuses, de jus, de soupe ou d'alcool. Et souvent, ce que les gens oublient, c'est que dans votre apport quotidien de liquide, les soupes comptent, ainsi que les produits laitiers, ainsi que le yogourt. Donc, la première découverte de cette étude, c'est que bien
que la plupart des patients soient à l'intérieur des normes d'apport quotidien en termes de liquide. Il y avait une quantité de patients qui excédait l'apport de liquide. Ensuite, nous sommes passés au sucre. Nous étions intéressés par l'apport en sucre parce que le sucre peut également augmenter les niveaux de soif, de la soif. Le sucre est également relié à plusieurs autres maladies comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires. Donc, j'étais intéressée de savoir combien de sucre est-ce que mes patients consommaient par jour. Donc, la consommation maximale était de 27,5 grammes et par repas, c'est 30 grammes par jour ou 35 grammes par jour pour les hommes. Donc, vous verrez que dans les hommes, au niveau des hommes, 100 des participants excédaient la quantité suggérée et je crois que 95 des femmes excédaient la consommation quotidienne en sucre. Donc, les sources de sucre, 38 étaient ingérées à partir de breuvages sucrés. 16 des pâtisseries, il y avait des bonbons, des produits laitiers, des céréales et des sauces. Donc, bien que c'est comparable avec ce que nous pouvons retrouver comme données dans la population générale, ce qui était intéressant, c'est que nous ne savions pas que nos patients consommaient autant de sucre. Et le dernier résultat, nous avons regardé la consommation de sel, de sodium. Donc, la consommation maximale pour les patients avec une insuffisance cardiaque est de 24 milligrammes par jour. Bien que les patients aient excédé cette consommation, nous avons vu une autre tendance, c'est que plusieurs de nos patients, presque 50 d'entre eux, consommaient 1500 milligrammes de sodium par jour ou moins. Et même 4 patients consommaient moins de 500 milligrammes de sodium par jour, ce qui est dangereux parce que votre corps ne peut pas fonctionner avec un si peu niveau de sel, de sodium. Donc, non seulement le sel ajoute de la saveur, mais le sodium joue un rôle important avec le potassium pour différentes fonctions dans le corps. Donc, ce que nous avons trouvé, c'est que nous étions si fermes avec nos conseils de diminuer la consommation de sel, nous avions oublié que certains patients le prenaient beaucoup trop au sérieux. Donc, c'était une découverte assez intéressante également. Donc, pour l'alimentation en termes de sel, c'était des produits transformés. La consommation du sel provenait des produits transformés. Donc, ensuite, ce que nous avons fait, c'est que nous avons comparé la consommation de liquide et la consommation de sucre. Ce que nous avons vu, c'est qu'il y avait une corrélation entre la consommation de sucre et de fluide, et c'était une corrélation significative. Donc, nous pouvons conclure que plus un patient consomme de sucre, plus de liquide il va boire. Donc, je peux imaginer que vous allez dire, ben, c'est pas si spécial parce que les patients qui boivent beaucoup et qui consomment beaucoup de sucre, dans le fond, c'était les patients qui consommaient beaucoup de boissons gazeuses ou de boissons sucrées. Mais ce n'est pas vrai parce que, comme vous pouvez le voir, il n'y a que 12 de la consommation de liquide qui était sous forme de boissons gazeuses ou de boissons sucrées. Et il y avait 38 de breuvages sucrés au niveau de la consommation de sucre. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est que plus un patient consommait de sucre, plus le patient buvait des liquides. Donc, ce que nous avons appris, c'est que nous nous sommes concentrés sur la diminution de la consommation du sel pour diminuer la quantité de liquide consommé. Mais d'après cette étude, nous avons réalisé que nous devions nous concentrer un peu plus sur la consommation du sucre pour pouvoir diminuer la consommation de l'apport en liquide. Donc, c'était un résultat très intéressant. Donc, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez apprendre de cette information?
La première chose qu'on apprend, c'est que ce n'est pas si pire que ça d'ajouter un peu de sel. Je sais que beaucoup de patients, je crois que beaucoup de personnes dans le public ont appris de la part de leur docteur, praticien ou même de leur nutritionniste qu'ils devaient mettre de côté le sel. Je suis d'accord, mais il y a de très bonnes études aujourd'hui qui démontrent qu'une quantité élevée de sodium ou une quantité trop basse de sodium est aussi pire qu'une quantité trop élevée de sodium. Donc, ce que je dis toujours à mes patients, c'est lorsque vous préparez tous vos repas par vous-même, vous pouvez ajouter un peu de sel pour donner de la saveur à vos repas. Lorsque vous mettez de côté le sel complètement, cela peut résulter à des effets nocifs sur votre santé. Donc, si vous préparez vos repas vous-même, vous pouvez en ajouter un peu de sel pour ajouter un peu de saveur, il n'y a pas de problème. L'autre point, c'est que j'ai mis du sirop d'érable. Je sais que c'est un stéréotype ici, mais je voulais prendre un peu de produits canadiens dans ma présentation. Donc, ce que nous avons appris, c'est que plusieurs patients, de 90 à 100 de notre population, consomment trop de sucre. Ils consomment trop de sucre quotidiennement. Donc, en diminuant la consommation en sucre, vous pouvez facilement diminuer votre consommation en liquide. Donc, je crois que ce qui est le plus important d'apprendre de cette partie de notre étude, c'est de plutôt essayer de diminuer la consommation de sucre plutôt que de la consommation de sel. Ce qui était également très intéressant, c'est que les produits avec beaucoup de sucre et beaucoup de sel étaient des produits transformés, des produits ultra transformés. Donc, ces produits, c'est tout ce que vous pouvez retrouver dans les restaurants, fast-food, les repas déjà prêts, les repas qui sont frits, les boissons gazeuses. Et ces produits sont corrélés à une plus grande instance d'insuffisance cardiaque. Donc, si vous voulez améliorer la qualité de votre vie, la première chose à faire, c'est de ne pas manger de produits transformés. Plus vous préparez vos propres repas, plus vous pourrez contrôler ce que vous mangez et plus vous serez en santé. Donc, je n'ai mentionné que le nombre maximal de sucre en termes de grammes. Donc, vous devez manger un maximum de 8 petits cubes de sucre par jour. En comparaison, c'est l'équivalent d'une demi, un- une demi-canette de boisson gazeuse. Donc, dans une canette de boisson gazeuse, vous avez 24 grammes de sucre. Donc, la prochaine partie de cette étude visait à évaluer l'état des vitamines et des minéraux pour voir si nous pouvions déterminer s'il y avait des carences. Ce que nous savons, c'est que 50 des patients d'hypertension artérielle pulmonaire souffraient d'une carence en vitamine D. Nous avons pu le confirmer avec notre population. Je ne trouve pas que c'est si intéressant. Je ne dis pas que ce n'est pas important de reconnaître la carence en vitamine D et de ne pas rien faire, mais 50 de la population mondiale a une carence en vitamine D. Et pourquoi est-ce que la vitamine D est si importante? Elle est importante pour votre santé immunitaire, aussi pour la façon, votre humeur et ainsi que pour vos os. C'est très important d'avoir assez de vitamine D pour avoir un squelette solide. Nous savons également que la carence en fer est très commune dans les cas d'hypertension artérielle pulmonaire. Et nous avons vu cela également dans notre population à l'étude. Donc, si vous vous sentez fatigué, ce qui est très commun dans l'hypertension artérielle pulmonaire, vous pouvez toujours demander à votre docteur de faire un test sérologique par rapport à une carence en fer et il peut vous aider facilement. Donc, je crois que c'est très important de vérifier cela tout de suite ou une fois de temps en temps, ainsi que de vérifier les taux de vitamine D.
Donc, ce qui était une nouvelle trouvaille, c'était une carence en vitamine B12, la vitamine B12 fonctionnelle. La vitamine B12 est très importante pour les niveaux d'énergie et on se sent fatigué et on sent qu'on a les pensées embrouillées. Désolée, j'ai mal prononcé, embrouillées. Donc, vous vous sentez comme si vous n'étiez pas complètement là ou que vos idées ne sont pas claires lorsque vous désirez parler. Donc, ce sont des symptômes qui sont similaires chez l'hypertension artérielle pulmonaire. Alors, c'est facile à ne pas penser à la vitamine B12. Les niveaux sont normaux. Comme vous voyez ici, ce sont des niveaux normaux de vitamine B12. Mais lorsqu'il y a des taux élevés de méthylmalonique acide, d'acide méthylmalonique, ce que nous avons trouvé, c'est que 30 de nos patients avec des niveaux normaux de B12, ils avaient des niveaux normaux de B12, mais à cause qu'il y avait des niveaux élevés d'acide méthylmalonique, la vitamine B12 ne pouvait pas fonctionner correctement. Donc, ce serait une autre avenue. Ce serait bien de demander à votre docteur de faire des tests à ce niveau-là si vous êtes fatigué. Un autre point très intéressant était au niveau de la vitamine K1 et 2. Donc, pour la vitamine K, c'était des patients qui avaient des médicaments am- des médicaments pour le sang, des anticoagulants, mais c'est bon pour la vitamine K1 et la vitamine K2 sont bons pour votre santé et c'est une vitamine qui est bonne pour le foie, en particulier la vitamine K2. La vitamine, le calcium se solidifie dû à la vitamine D, mais la vitamine K s'assure que cette calcification soit réduite en petits éléments qui puissent être transportés vers les os. Donc, vous pouvez retrouver la vitamine K dans les légumes verts et les légumes. Donc, c'est une carence que nous avons vue au niveau de notre population de patients souffrant d'hypertension artérielle pulmonaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que la carence de vitamine KE était dans 60 de notre population. Donc, voici, ce sont les patients qui ont des carences en vitamine K. Et dans notre population, plusieurs patients utilisaient des antagonistes de la vitamine K qui sont les anticoagulants. Donc, nous pensions que ceux qui avaient des carences en vitamine K étaient ceux qui consommaient des anticoagulants. Mais comme vous pouvez le voir, il n'y avait aucune corrélation entre les deux populations de patients, ceux qui utilisaient ou non les anticoagulants. Donc, même ceux qui n'utilisaient pas d'anticoagulants avaient des carences au niveau de la vitamine K1. Donc, voici une découverte que nous devrons étudier plus profondément. C'est peut-être un manque de légumes, peut-être parce qu'il n'y avait que 2 de nos patients qui consommaient une quantité adéquate de légumes, mais ça pourrait également avoir avec les bactéries de la microbiote. La vitamine K peut être produite également dans la microbiote et il y a des articles de recherche qui démontrent que la vitamine K prolifère dans une microbiote saine. Donc, je crois que c'est un sujet assez intéressant à approfondir. Le dernier élément est le sélénium. Nous avons regardé les niveaux de sélénium. C'est un minéral très important pour les mitochondries. Ce sont les petites machines à énergie dans vos cellules. Donc, comme vous le savez, les patients souffrant d'hypertension artérielle pulmonaire, vous avez une grande perte d'énergie. Peut-être que le sélénium jouerait un rôle dans ce niveau d'énergie. Donc, ce que nous avons découvert, c'est que ce qui est recommandé, c'était d'avoir plus de 40 microgrammes de sélénium, mais nous avons observé
que les patients avaient une meilleure qualité de vie lorsqu'ils pouvaient augmenter leur consommation de sélénium au-delà de 40 milligrammes. Donc, ceci pourrait dire que les patients souffrant d'hypertension artérielle pulmonaire devraient avoir différentes valeurs de sélénium, d'apport en sélénium. Donc, les valeurs auxquelles on s'est référencé pour les vitamines et les minéraux sont basées sur la population typique généralement en santé. Je ne sais pas comment vous percevez ceci, mais je ne pense pas qu'aucun d'entre nous peut s'insérer dans dans la population générale. Donc, peut-être que dans l'avenir, nous pourrions avoir des valeurs de référence adaptées aux patients souffrant d'hypertension artérielle pulmonaire. Peut-être qu'ils ont des besoins différents au niveau des vitamines et des minéraux. Donc, qu'est-ce que vous pouvez apprendre de cette partie? Donc, la première chose, c'est que c'est très important de vérifier vos niveaux de vitamine D. Je ne connais pas trop la température au Canada, mais nous, ici, aux Pays-Bas, il ne pleut, il ne fait que pleuvoir pendant de longues périodes de temps. Donc, c'est très important que lorsque le soleil se pointe, il faut aller prendre un bain de soleil pendant 10 minutes par jour. Le meilleur moment de la journée, c'est le matin. C'est le matin que vous aurez le plus haut taux de vitamine D. Donc, ce qui était très important également, c'est de consommer assez de légumes, non seulement pour les vitamines K, mais pour d'autres vitamines et minéraux. C'est très important et vous avez des besoins accrus, non seulement dus à la maladie, mais également dus aux médicaments consommés. Je conseille à mes patients de manger au moins 500 grammes de légumes par jour. Il semblerait que c'est beaucoup, mais c'est facile de manger des légumes avec chaque repas. Par exemple, pour le déjeuner, vous pouvez couper quelques concombres et quelques tomates pour pour partir du bon pied avec des bonnes vitamines et des bons minéraux. J'aimerais mentionner aussi, je ne vous ai pas parlé de ces carences pour que vous alliez acheter plein de suppléments, mais c'est simplement pour démontrer qu'il nous reste tant à apprendre au niveau de l'alimentation et de l'hypertension artérielle pulmonaire. Et j'espère qu'avec des recherches supplémentaires, nous pourrons trouver d'autres découvertes. Donc, s'il vous plaît, n'allez pas acheter plein de suppléments. Consultez toujours votre nutritionniste, votre diététicienne ou bien votre docteur. N'allez pas vous auto-prescrire des suppléments. Donc, assurez-vous que si vous avez besoin de vitamines ou de minéraux, demandez à votre docteur de faire des analyses sérologiques pour voir si vous avez des carences. Donc, la vitamine K, la B12 et la vitamine D sont des bonnes pistes pour démarrer. Donc, en résumé, les premiers résultats de notre étude Uphill, c'est que nous avons découvert que les patients consommaient beaucoup de sucre qui était corrélé avec la consommation de liquide. Nous avons également découvert que certains patients ne consommaient pas assez de sodium. Donc, je crois que c'est très important de se concentrer sur les niveaux de sucre consommés plutôt que les niveaux de sel et de sodium consommés. Assurez-vous également de ne pas manger de produits transformés et certainement pas du fast-food. Éradiquez-les de votre alimentation ou prenez un engagement d'en manger qu'une fois par semaine ou quelque chose comme ça. Et gardez en tête que les plus petits changements peuvent avoir les plus grands résultats, les plus grands effets dans votre corps. Donc, lorsque nous avons évalué le tas alimentaire, nous avons performé certaines interventions avec les patients. Nous avons fait des apprentissages en ligne et nous avons modifié l'alimentation et le résultat de cette partie de l'étude sont présentement en révision et dans quelques semaines, j'espère que mon article sera accepté. Je pourrai vous parler des résultats de cette partie de l'étude.
Je trouve que ça a été une belle opportunité de pouvoir donner de l'information alimentaire à mes patients et d'améliorer leur qualité de vie. Merci beaucoup pour votre patience et j'espère que j'ai pu vous apprendre quelque chose avec cette présentation.